Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père, mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Bastien! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP Une fiancée à la barre. Un film de Folie Basie et Sofa. Entrée 20 000, 30 000, réservation 50 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année. Merci d'avoir. C'est à vous le merci. Une fiancée à la barre est une adaptation cinématographique de votre roman inconnu. Quelles ont été vos motivations pour porter cette histoire à l'écran? Alors, parlant de motivation, je dirais que depuis les bancs de l'école, je nourrissais le rêve d'écrire et surtout de faire du cinéma. Mais au moment où j'écrivais Une fiancée à la barre, qui est un récit que j'ai théâtralisé, je n'avais pas les connaissances nécessaires, le savoir nécessaire, les compétences nécessaires pour faire du cinéma. Et il fallait prendre le temps. Mais je ne pouvais pas laisser l'histoire dormir dans les tiroirs. Donc j'ai décidé de faire un récit théâtralisé, histoire de conserver un peu ce petit joyau que je vais faire sortir un autre jour. Et c'est comme ça, et aujourd'hui, je pense que j'ai acquis le minimum de connaissances nécessaires pour faire du cinéma. Et puis, voilà, c'est parti. Pouvez-vous nous parler du processus d'adaptation de votre roman en un scénario de film? Effectivement, parlant d'adaptation, il faut dire que le roman est différent du théâtre, le théâtre différent du cinéma, le cinéma différent de la poésie. Donc tous ces arts ont leur secret, leur particularité. Alors passer d'une histoire théâtralisée vers le cinéma, ça a demandé d'abord, premièrement comme exigence, de conserver le fond de l'histoire, de conserver la trame de l'histoire, de ne pas trahir le fond de l'histoire. Donc il a fallu créer de nouveaux personnages, de nouvelles scènes, de nouvelles séquences. Vous voyez, quand vous lisez le petit livre Une fiancée à la barre, on a pratiquement 20 personnages. Mais dans le film, c'est pratiquement le triple. C'est pratiquement le triple. Il faut donc créer une scène qui corresponde à chaque personnage ou à chaque groupe de personnages. Donc, déjà, il a fallu faire une réécriture cinématographique. Il a fallu ajouter des personnages. Il a fallu prendre des précautions pour ne pas dénaturer l'histoire, conserver le fond. Et parce que, justement, l'art cinématographique a quelque chose de nuancé par rapport à l'art théâtral et au roman. Donc il a fallu faire tout ce travail. D'abord conserver le fond de l'histoire, conserver la trame, créer de nouveaux personnages, de nouvelles scènes, de nouvelles séquences, imaginer des situations plus émouvantes que celles que nous avons vécues dans le roman. Et puis tenir compte de la technique du cinéma, avant de faire la réalisation de l'adaptation. Donc voilà un peu les exigences auxquelles j'ai été confronté.
quels ont été les défis majeurs auxquels vous avez également été confrontés? Et comment vous avez réussi à préserver l'essence même de cette histoire? Oui, défis en termes de défis, il faut premièrement se dire que pour faire du cinéma, il faut trouver des acteurs, il faut trouver des décors et tout ce qui va avec, la technique qui va avec. Donc il faut trouver, dans un théâtre, on utilise une musique, elle n'est forcément pas la même dans un cinéma. Donc il fallait tenir compte de tous ces éléments, imaginer les personnages par rapport, le choix des personnages par rapport à l'histoire qui est racontée et à la scène qui va être jouée. Donc un casting rigoureux a dû être imaginé avant de pouvoir venir dans l'art cinématographique. Le film aborde des thèmes puissants tels que l'amour, la justice et la condition de femme dans la société. Quelles étaient vos intentions en explorant ces thèmes? Alors, l'amour, la condition des femmes, la justice. Je commence par l'amour. L'amour, c'est comme ce jardin dans lequel, quand il n'y a pas de fleurs, eh bien tout devient morose. L'amour, c'est ce terrain vierge qui accepte tout. L'amour, c'est cet invisible que l'on donne. On le vit, on ne le voit pas. Donc, cet invisible-là n'est pas facile à gérer. L'amour a été le contour de la vie de chacun de nous. Même chez les animaux, il y a l'amour, parce qu'il y a la jalousie. L'amour est un concept noble parce que sans l'amour, deux personnes ne pourraient pas rester ensemble. Des gens qui n'ont pas la même religion, la même culture, ne sont pas de même père ni de même mère, qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent. Il n'y a que l'amour qui peut faire ce miracle de mettre ensemble des gens qui au départ ne se connaissaient pas. En amour, on a les yeux fermés. On dit souvent l'amour est aveugle. Ce n'est pas que l'amour est aveugle, c'est que l'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. L'amour est comme un terrain vierge et un champ vierge où on peut semer le bien. C'est pour ça que l'amour porte en lui un symbole de noblesse. Il lie les cœurs, il lie les esprits et il permet de construire le beau. À partir de cet instant, l'amour devient incontournable dans la vie de tout le monde. Deuxièmement, vous avez parlé de la justice. Effectivement, vous voyez, le problème de justice se présente à deux niveaux. Vous allez trouver en prison de parfaits innocents. Un homme innocent qui se retrouve à un mauvais moment, à un mauvais endroit, tous les arguments vont aller contre lui. Il va se retrouver en prison condamné jusqu'à ce qu'il sorte. Il est innocent, mais rien ne montre qu'il est innocent. Donc, la justice doit être ce qui équilibre les différences, les conflits entre les personnes. C'est pour ça que dans notre vie, nous ne pouvons pas échapper à la justice. Respecter le code de la route, c'est de la justice. Donner de la place à son voisin, c'est de la justice. Ne pas tricher à l'examen, c'est de la justice. Faire l'équilibre, l'équité, c'est de la justice. Donc la justice fait partie de la vie des êtres humains. Alors ça devient aussi un concept noble, un symbole incontournable et il était important qu'on en parle. Et puis, j'ai fait mes études en droit à l'université, c'est-à-dire j'ai eu ma maîtrise en droit des affaires. Il fallait que durant mon parcours, je laisse quelque chose qui reflète ce que j'ai étudié. À partir de cet instant, je me suis dit, il faut quand même écrire quelque chose ou réaliser quelque chose qui a trait au droit parce que ça me tient beaucoup à cœur. Même si aujourd'hui je suis devenu journaliste, en tout cas, la base, mon rêve premier, c'était le droit, la justice. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher. Maintenant, concernant la femme, et vous avez parlé du rôle de la femme dans la société. Je parlais de jardin tout à l'heure. Quand vous rentrez dans un jardin où il n'y a pas de fleurs, ce n'est pas un jardin. Une société dans laquelle, ou un groupe de personnes dans lequel il n'y a pas de femmes, ce groupe-là est ennuyant. Il devient lourd, monotone, obséquieux.
Mais toutes les fois que vous rentrez dans une salle de classe, dans une église, dans je ne sais pas, dans n'importe quel espace, et vous trouvez des hommes et des femmes, c'est comme un équilibre est établi. La femme est pour la société ce que la publicité est pour la vie des hommes. Prenez une ville dans laquelle il y a des panneaux publicitaires, tous ces lumières, ces signaux lumineux. Vous vous réveillez un matin, on a enlevé tout ça, vous ne reconnaîtrez plus cette ville. La femme est au centre de notre vie. C'est elle qui nous construit depuis notre naissance. Elle donne l'amour à son enfant, même si cet enfant a 50, 60 ans. Le même amour, elle le porte à son homme, la personne qu'elle aime, avec quelques petites nuances, quels que soient les caprices de la personne. C'est la femme qui est capable d'aimer quelqu'un qui est 1000 fois plus âgé qu'elle, ou quelqu'un qui est 1000 fois moins âgé qu'elle. C'est la femme qui est capable de ce miracle. C'est la femme qui est capable de construire un homme sans demander quoi que ce soit. C'est la femme qui anoblit notre vie. Même dans la vie des animaux, il y a du masculin et du féminin. Et c'est les femmes, elles nous éduquent. Elles sont le symbole de notre épanouissement. Elles sont tout pour nous. Malheureusement, quand elles ont fini de nous donner tout ça, ce n'est pas évident qu'elles récoltent les choses à leur juste valeur. Elles sont celles qui gèrent la déception. Elles sont celles qui subissent le plus comment l'appelle-t-on, la trahison. Et vous allez voir que ne pas parler de la femme en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, il va rester quelque chose sur notre parcours. C'est pour ça ces trois symboles, la femme, la justice et l'amour, se retrouvent au centre. C'est le nœud même d'une fiancée à la barre. Monsieur Coulibaly, la distribution des rôles est essentielle pour donner vie à vos personnages sur grand écran. Comment avez-vous sélectionné les acteurs? La sélection des acteurs a été faite à partir d'un casting. Nous avons défini sur un fichier chaque rôle avec ses caractéristiques. On met le rôle de tel, Jean par exemple, âge compris entre tel et tel, teint, c'est bien défini, la taille bien définie. Donc toutes ces caractéristiques ont été définies pour chaque rôle. Et nous avons lancé ça au sein de la population. On en a parlé à la télévision, dans les radios, sur les réseaux sociaux. Et donc les gens ont commencé par s'inscrire. Quand quelqu'un lit tous les rôles, il se dit « Ah, je peux me retrouver ici ». Donc ceux qui aiment le cinéma, qui le faisaient, et ceux qui voulaient même s'essayer, eh bien, se sont inscrits. Et à partir de ça, on a fait un premier tri sur dossier. Si nous demandons une personne, nous avons besoin d'une personne qui a un teint noir qui mesure à peu près 1,70 m et quelqu'un nous envoie un dossier dans lequel il a peut-être 1,60 m et pas de grande taille. Et déjà sur le dossier, on est passé à la première élimination. La deuxième élimination, on a mis les gens en compétition. Les gens en compétition. Ceux qui postulent pour le même rôle, on a eu des séances pour les tester, voir leur actorat, leur capacité de s'adapter à tel ou tel rôle ou d'improviser. Donc, on a essayé de passer par tous ces couloirs et pour pouvoir faire le casting. Et voilà un peu comment le choix des acteurs a été fait. C'est vrai qu'il y a certains rôles très délicats sur lesquels, connaissant déjà certains acteurs par rapport à leur parcours cinématographique, on s'est dit X, Y peuvent se retrouver ici. Et donc, sur des rôles délicats comme ça, on identifie et on essaye de porter notre regard sur une ou deux personnes qu'on connaît compétentes et on les met aussi à l'épreuve et on voit parmi les deux et la personne qu'il faut prendre. C'est comme ça que nous avons procédé. Merci. Comment avez-vous travaillé avec eux pour donner vie à vos personnages? Et comme dans tout cinéma, on explique le scénario à tous les acteurs. On définit à chacun le rôle qu'il doit jouer. Et chaque acteur apporte ce qu'il a dans son tréfonds, dans ses tripes, pour incarner réellement
le rôle et même ajouter ses petites connaissances et ses prouesses pour réussir bien ce rôle. Maintenant, sur le plan du travail, techniquement, j'ai eu un assistant réalisateur avec qui j'ai travaillé. J'ai eu un metteur en scène, c'est-à-dire tous les groupes qu'il faut. Ceux qui se chargent de la logistique, ceux qui se chargent de la mise en scène, l'assistance à la réalisation, tout ça, il y a il y a une personne pour jouer chaque rôle. On a dû recruter des gens pour chaque rôle et ainsi de suite, on a avancé comme ça. Dans l'harmonie, on discute toujours. Sur une scène, par exemple, un acteur peut apporter une idée. Tout de go, on se dit que, attention, il ne faut pas dénaturer le scénario. Mais on analyse l'idée que la personne a apportée et on voit si elle est bonne, comment l'adapter à ce qui avait été conçu au départ. Donc, il y a eu un travail de collaboration. Pas un travail de maître à élève, non, c'est un travail de collaboration. Et dans le tournage, je me suis fait le plus absent possible. Même réalisateur, je me suis fait le plus absent possible. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé mon titre de réalisateur pour déranger les acteurs, pour influencer ce qu'ils ont à faire. Ils ont travaillé dans la liberté de leur conscience et surtout et dans la force de créativité de leur esprit. C'est comme ça que nous avons travaillé jusqu'à la fin. C'est vrai que quand on a commencé le tournage, c'était un peu la période où le Covid existait encore. Ça nous a posé beaucoup de difficultés, mais on s'en est sorti quand même. La musique joue souvent un rôle important dans l'atmosphère et l'émotion des films. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec le compositeur? C'est ça. Et pour composer, je prends l'exemple de la musique du générique. Rien que ça. Pour composer ça, je suis parti dans le terroir de chez moi, dans le terroir Kotokoli. Il y a des chansons qui pleurent l'amour, qui magnifient l'amour. Et donc, j'ai retravaillé le texte de ces chansons. J'ai sollicité la voix de deux artistes chanteuses togolaises. Il y a Naïda Sambo, il y a Bibi Ren, et qui ont mis leur voix sur la musique du générique. Et il y a des techniciens, pianistes, DJ, et ainsi de suite, des maîtres de studio, des maîtres du son, qui ont aussi travaillé pour créer la musique du générique. En plus de ça, chaque scène traduit une émotion, comme on le dit, et il faut une musique pour accompagner. D'autres techniciens qui maîtrisent l'art de la musique ont aussi travaillé pour faire ces créations. Donc si je prends la musique, rien que ça sur le film, vous allez voir pas moins de 5 à 6 personnes qui ont apporté leur technicité pour habiller le film en termes de musique. Comment cette musique a été utilisée pour renforcer l'impact émotionnel? C'est très simple. Sur ce plan-là, j'ai laissé le travail à ceux qui maîtrisent la musique. Au niveau de la post-production, est-ce que vous voyez, j'ai laissé le travail à ces maîtres-là, ces gens qui maîtrisent le son et la musique, d'étudier les scènes qui ont été tournées et de voir quelle musique peut aller, quelle musique peut traduire l'émotion que l'on est en train d'exprimer dans telle ou telle scène. Donc voilà un peu comment cette musique a été incorporée au film. Ça n'a pas été, voilà, mettez-moi ceci, mettez-moi cela, non. Ce sont des propositions que les gens ont faites. Ils ont réfléchi, imaginé, pour telle ou telle scène, le message traduit, ce serait bien si on met une musique de ce genre. Ils la recherchent, on l'analyse ensemble et puis voilà, on l'incruste. Merci. Le roman est sorti il y a quelques années. Ouais. Pensez-vous que les thèmes et les messages qui véhiculent restent pertinents aujourd'hui? Oui. Quand j'écrivais le roman, et même aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme qui a tout sacrifié. Je dirais même sa vie et sa mort. Elle a sacrifié les deux pour un homme. Elle a fini trahie. La tragédie est arrivée. Je le résume comme ça. Les sujets que j'ai traduits dans ce film
Et la réalité qui existe aujourd'hui, c'est la même réalité. Et je dirais même celle qui existe aujourd'hui est pire. Avant, on assiste à quoi? Deux amoureux qui sont là, l'homme part étudier ou part chercher la fortune, il revient avec une autre femme, il abandonne l'autre. C'était les scénarios auxquels on était habitué. Mais aujourd'hui, c'est pire. Le sujet est encore d'actualité, il s'est même empiré. Des gens marient des femmes qu'ils laissent ici. Ils s'envoient en Allemagne, aux États-Unis, partout, où ils vivent avec d'autres femmes. Et celles-là, on les garde à Lomé. Et puis après, on ne comprend plus dans quelle vie elles sont. C'est la déception totale, c'est la trahison totale. Donc les sujets sont d'actualité. Deuxièmement, la justice. L'humanité, de son apparition, si l'humanité a une fin jusqu'à sa fin, elle ne peut pas échapper à la justice. Le rôle de la femme, incontournable dans la vie des hommes. Donc ces trois éléments symboliques qui symbolisent notre vie et sont toujours d'actualité, seulement c'est la manière dont chacun le traduit. Si aujourd'hui vous-même vous décidez d'écrire sur les trois thématiques ou de réaliser un film sur les trois thématiques, la femme, l'amour, la justice, vous le direz de la même façon, mais en utilisant des concepts, des trames d'histoire peut-être différents. Sinon, le sujet, il est d'actualité. Maintenant même, c'est pire parce que les gens ont banalisé la grandeur de l'amour. L'amour devient de plus en plus un jeu. Décevoir une femme, tromper une femme ou tromper un homme est devenu la chose du bord de la route. Et donc, les sujets sont d'actualité, sont même devenus pires. Une fiancée à la barre est gentille dans sa trame. Si aujourd'hui, on devait l'adapter aux réalités de maintenant, je dirais que ça va être époustouflant. Merci. En tant qu'auteur et cinéaste, quel est votre héritage avec une fiancée à la barre? Héritage, je dirais ce que j'ai hérité ou ce que les gens vont hériter de moi par rapport à une fiancée à la barre. Ce que j'ai hérité, c'est le fait d'avoir accompli une mission. En réalisant une fiancée à la barre, j'ai voulu apporter mon grain de sel ou ma contribution à l'accomplissement de la société. Une société qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir et qui m'a donné les éléments nécessaires pour faire cette création. C'est déjà un héritage. Maintenant, qu'est-ce que les gens vont hériter d'une fiancée à la barre? Que les amoureux viennent voir le film. Que ceux qui aiment la justice viennent voir le film. Que les femmes mariées viennent voir le film. Que les hommes mariés viennent voir le film. Que les jeunes filles qui démarrent leur parcours en amour viennent voir le film, et que les jeunes garçons dans la même situation viennent voir le film parce qu'ils vont hériter d'une inspiration qui pourra leur éviter beaucoup de problèmes dans leur parcours sentimental. Comment ce film a-t-il influencé votre travail? Je dirais que déjà, en écrivant le roman, le livre Une fiancée à la barre, et en faisant de ce récit un théâtre, par la suite, j'ai constaté que j'ai traduit la vie de plusieurs personnes sans me rendre compte. Quand l'histoire est sortie, beaucoup de gens m'approchaient et disaient « Mais on dirait que tu as écrit ma vie, on dirait que c'est de moi que tu parles, on dirait que tu connais mon histoire. » Est-ce que vous voyez? Donc, après le livre et le théâtre, voilà déjà mes relations avec la société. Et ça m'a renforcé dans mon rêve, mon désir d'en faire un film. La dernière fois, j'étais à l'émission La Pause à la TVT, l'émission de Océane, qui d'ailleurs a joué aussi comme actrice dans ce film. Nous avons expliqué un peu l'histoire. Dès qu'on finit l'émission, en plein direct, une dame envoie un message
Elle dit, mon homme vient de me quitter. Quand je vous ai écouté, j'ai versé les larmes. J'ai eu l'impression que vous parliez de moi. C'est lundi. Nous sommes aujourd'hui, jeudi, ça ne fait que 3-4 jours. Et vous voyez, quand vous avez transcrit, vous avez sorti une histoire dans laquelle tout le monde pratiquement se retrouve. Réunissez toutes les femmes du Togo, d'entre 20 et 50 ans, au stade de Kégué, et demandez toutes celles qui ont connu une déception dans leur vie de se mettre à côté. Il me semble que s'il vous reste beaucoup de personnes qui n'ont pas été déçues, ça ne va pas dépasser 100. Or, le stade fait des milliers, des dizaines de milliers de places. Donc, une fiancée à la barre, c'est la vie de tout le monde. C'est l'histoire de tout le monde. Toutes les femmes, tous les hommes se retrouvent dans cette histoire. On a l'habitude de dire, bon voilà, cet homme, il a aidé cette femme, il l'habillait, il lui faisait tout, après elle a déconné. Mais, ce que nous oublions, c'est que ce que les femmes nous donnent, c'est 1000 fois plus que ce que nous les hommes nous donnons aux femmes. Si vous voyez comment la femme, dans le secret de son âme, dans la bienveillance de son esprit, ce qu'elle fait pour un homme, sans qu'il ne sache, comment elle l'entoure de sa bienveillance, de ses bonnes intentions, de son amour, ça ne se quantifie pas. Mais très souvent, les hommes pensent que, bon voilà, je lui ai fait tout, je lui ai acheté voiture, j'ai payé ses études, c'est moi qui paye son loyer, c'est moi qui lui ai payé la voiture, ainsi de suite. Aujourd'hui, elle m'a déçu. Ce que les femmes font pour nous, on ne peut pas quantifier, ça n'a pas de prix. Parce que l'amour d'une femme, c'est plus puissant qu'une bombe atomique. C'est pour ça que quand une femme vous aime, je vous assure, elle est comme un aveugle, un sourd, un muet. Mais le jour où elle ne vous aime plus, c'est comme une poudrière qui explose. C'est le jour là où vous allez voir comment le cerveau d'une femme est très intelligent en matière de créativité. Quand la femme cesse de vous aimer, qu'elle veut vous régler les comptes, c'est le jour là où vous allez constater que son cerveau est plus puissant qu'un ordinateur, son cerveau est plus puissant qu'une arme, parce que tous les artifices qu'elle va créer, vous n'allez plus la reconnaître. Ça veut dire que tous ces artifices, c'est leur inverse. Leur puissance, leur dextérité, leur richesse qu'elle utilisait pour vous donner comme amour. Donc il était temps qu'on rende justice aux femmes. Voilà un peu comment je réponds à cette question. Merci beaucoup. Avez-vous envisagé d'adapter d'autres romans de votre bibliographie? En termes de bibliographie, j'ai écrit 4 ou 5 histoires. Je n'ai publié qu'une fiancée à la barre parce que l'édition m'a déçu. C'est-à-dire, pour éditer un livre, et parfois on demande à vous, l'auteur, de contribuer financièrement. Mais aujourd'hui, personne n'achète les livres. La dernière fois, quand il y a eu des émeutes en France, quelqu'un a publié une photo, il dit, ben, le seul édifice qu'on a cassé sans rien voler, c'est une librairie. Donc, les gens n'achètent plus les livres. Vous allez dépenser à perte. Je ne suis pas riche, je n'ai pas d'argent. J'ai déjà contribué pour publier une fiancée à la barre. Je ne vous dirai pas que ça ne m'a rien apporté. Sur le plan financier, c'est zéro. Je n'ai rien gagné dessus. Mais je garde cette petite fierté d'avoir déposé un livre dans les librairies. Donc, aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas forcément pour gagner quelque chose, ce que j'ai fait. Donc, toutes les autres histoires, tout ce qui me reste à faire, c'est de passer directement au film. J'en ai encore, et après une fiancée à la barre, je suis en train d'écrire 2 feuilletons de nature différente. J'ai fait un premier long métrage qu'on appelle Le Messager de la Lune, paru en 2000 et sorti en 2018. Aujourd'hui, c'est une fiancée à la barre. Ces 2 longs métrages, je les ai faits pour mieux maîtriser les difficultés d'un tournage cinématographique. Parce que ce qui m'anime, c'est beaucoup plus des histoires qui sont assez longues à raconter et qui
porte beaucoup des histoires dans les histoires. Et c'est pour ça, après une fiancée à la barre, il est possible que le troisième bébé soit un feuilleton. Et ça, je croise les doigts pour avoir les moyens de le faire. Parlez-nous un peu de la première qui aura à l'hôtel de février. Ok. Et d'abord, c'est l'avant-première. Tout film sort avec ce qu'on appelle une avant-première qui réunit des critiques, des gens du monde de la culture, des administratifs et ceux qui aiment le cinéma pour venir regarder. Et parmi eux, il y aura ceux qui vont porter des critiques sur le film. Et donc, pour donner un cachet spécial, nous avons choisi l'hôtel du 2 février pour que, puisque ce n'est pas une sortie grand public, il faut trouver un cadre qui correspond aux personnes qu'on veut inviter ou qu'on veut faire venir. Vous savez, il y a des salles où quand on diffuse le cinéma, tout est permis. Mais vous ne pouvez pas inviter certaines personnes dans certains types de salles. Ce que vous voyez, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes égaux, il n'y a pas de différence, mais la nature a fait que certains se sentent à l'aise dans le gazon, d'autres se sentent à l'aise sur le sable, certains se sentent à l'aise encore dans l'eau. Donc il faut voir une avant-première. Au vu de la configuration du public, nous avons choisi l'hôtel de février. Et que va-t-il se passer? Les entrées, c'est 20 000, 30 000, la réservation à 50 000. Et pour ceux qui vont prendre la réservation, avant de commencer, on va leur offrir un cocktail à l'hôtel de février là-bas, avant qu'ils n'aillent en salle. Parce que quand même, retenir des personnalités, quelqu'un qui accepte de débourser 50 000 pour entrer dans une salle, le retenir pendant 1-2 heures, il faut quand même que la personne prenne un petit cocktail, un petit sandwich, une petite brochette. En tout cas, ce que nous appelons un petit cocktail, les gens savent ce que c'est. Donc ces personnalités-là qui feront la réservation, ils auront ce cocktail avant de suivre le film. Voilà un peu, j'invite le public à venir parce que toute personne qui mettra pied là-bas se retrouvera dans ce film. Chaque scène traduit le quotidien d'une femme quelque part. Chaque scène traduit le quotidien ou un pan de l'histoire d'une femme quelque part ou d'un homme quelque part. Toutes les scènes sont l'image, le miroir, le reflet de ce que des gens sont en train de vivre dans leur maison, dans leur environnement ou dans leur parcours. Donc, en venant regarder une fiancée à la barre, on ne vient pas regarder l'histoire d'autrui, on vient se mettre devant un miroir dans lequel on verra sa propre réalité. Quels sont vos espoirs pour ce film à long terme? Mon espoir, c'est que le film puisse parcourir le monde, que les grandes chaînes de télévision puissent accepter de le diffuser, que les grandes salles de cinéma puissent accepter de le diffuser. C'est ça mon espoir. Ça, c'est sur le plan de la forme, disons, du parcours, de la démarche du film. Mais il y a une autre réalité que, en regardant ce film, tous ceux qui peuvent corriger un peu leur comportement, leur vision du monde, pour que l'amour ne devienne plus un jeu de hasard, où un jour on perd tout. Un matin on se lève, le monde s'écroule. Si on peut corriger un peu nos comportements, c'est bien. Que la morale prenne un peu le dessus sur les déviances. Est-ce que vous voyez, quand on pense que tromper sa femme, c'est tout à fait normal, ou tromper son homme, c'est tout à fait normal, et je ne pense pas que l'humanité baigne dans la morale comme ça. Or, une société sans morale, et je vous assure, ça conduit à beaucoup de choses. Plus, les gens pensent que tromper sa femme, ce n'est pas un problème. Tromper son homme, ce n'est pas un problème. On finira un jour par faire l'amour dans la rue. Donc, il faut quand même se ressaisir parce que nous sommes des êtres humains. Et quand vous regardez la société aujourd'hui, une jeune fille de 20, 22 ans, là, il y a 3 copains. Vous pensez qu'on va où comme ça?
le sexe devient quoi? Un jeu? Un jouet? Je n'en sais rien, mais j'interpelle. C'est ça que je fais à travers une fiancée à la barre. Un jeune garçon qui, dans sa chambre, dépose un cahier quelque part, où il note le nombre de filles qu'il a réussi à draguer ou à coucher. Si vous pouvez me permettre la phrase. Donc, il appelle ça tableau de chasse. On finit par sentir sa fierté à travers ça, au lieu d'être fier d'avoir réalisé quelque chose de grand au sein de la société. Et si ça continue comme ça, et ce n'est pas bien, les conséquences peuvent être lourdes. Interrogez, réunissez 20 filles, 18 à 25 ans, 20 à 30 filles. Demandez à chacune, tu vis avec qui? Je vous dis, les 2/3 vous diront, je vis avec maman ou j'ai loué. Où est le papa? La bonne moitié vous dira, je ne veux pas le voir. Quand une fille vous dit, je ne veux même pas voir mon papa, je ne veux pas entendre parler de lui, imaginez l'histoire qui s'est produite entre sa maman et l'homme. C'est plus puissant qu'une fiancée à la barre. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Faites juste l'exemple. J'enseigne et je prends souvent le plaisir de demander aux jeunes gens, mais ton papa fait quoi? Ceux qui me connaissent, qui m'approchent, et ils doivent reconnaître ces questions-là. Je demande toujours aux jeunes gens, et ton papa fait quoi? La maman fait quoi? Vous allez constater que sur 10, 8 vous diront, papa et maman ne sont pas ensemble. Pourquoi? Ils vous diront, je ne sais pas. Maman ne m'en a pas parlé. Il ne vous dit pas papa ne m'en a pas parlé, il dit maman ne m'a rien dit. Elle a refusé de m'expliquer. Imaginez ce qui est derrière. Donc nous avons le devoir d'apporter une contribution pour que la société corrige un peu un certain nombre de choses. On ne peut pas changer le monde, on ne peut pas arrêter l'évolution, mais évoluons autrement que dans la perversité. Votre mot de fin, M. Koulibaly. À mon mot de fin, d'abord, permettez-moi de vous remercier et de saluer le travail que vous faites. Vous savez, le monde de la culture est un monde dans lequel on ne se fait pas des milliards. Si vous avez choisi de le faire, c'est par amour. Parce que surtout dans nos pays, vous n'allez pas me dire que telle personne qui fait le théâtre, il est millionnaire, telle personne qui écrit des romans, il est millionnaire, ou telle personne qui fait le cinéma est millionnaire. On le fait par amour, donc je vous remercie déjà de cet engagement. Je voudrais m'adresser à la société en disant, je ne sais pas pourquoi j'aime, c'est pourquoi je ne peux pas m'empêcher de souffrir. Je ne peux pas éviter la souffrance. L'amour produit le bonheur. Il produit aussi la souffrance. Mais nous pouvons, en tant qu'êtres humains, faire l'effort d'amortir le choc, d'éviter au maximum tout ce qui peut amener la souffrance. Quand une femme est déçue, désarçonnée, elle perd tout. Son charme, sa beauté, son style, il lui faut des années pour se rattraper. Nous n'avons pas besoin de ça. Beaucoup de femmes ont été esquintées. Vous les voyez, vous ne les reconnaissez plus. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle ne peut pas parler et si elle veut ouvrir la bouche, elle va pleurer. Qu'elle garde une bombe en elle, elle devient un animal blessé, un blessé de guerre. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un blessé de guerre. Il est plus dangereux qu'un lion. Et l'autre message, c'est que j'invite la population à venir à l'hôtel du 2 février parce que ils vont découvrir des choses. Chacun se retrouvera dedans. C'est le 29 juillet, c'est-à-dire le samedi 29 juillet, à la salle Concorde. Et avec respect, avec dextérité, avec bienveillance, nous allons les accueillir. Et nous avons laissé des numéros où on peut nous contacter. C'est le 90 77 27 07
pour Togocel 90 77 27 07 et le 96 19 67 67. 96 19 67 67. Sur ces deux numéros, on peut nous joindre. Et celui qui veut acheter un ticket, nous avons une équipe prête à décoller à tout moment. Dites-nous que vous êtes au fond de l'océan, quelqu'un vous trouvera là-bas pour vous remettre votre ticket. Dites-nous que vous êtes à Baguida ou à Neho, quelqu'un va décoller tout de suite. On vous dira dans tel nombre de minutes, quelqu'un va arriver et puis il va arriver. Donc, il suffit de contacter ces numéros. Nous faisons la livraison partout. Voilà le message que je voudrais adresser au public. Et à tous ceux qui aiment le cinéma, je voudrais leur dire de continuer. Et à tous ceux qui aident le cinéma, je leur demande de continuer d'aider le cinéma, surtout le cinéma togolais, parce que les Togolais sont des gens très compétents, mais ils sont hésitants à se mettre au diapason de ce qui se fait sous d'autres cieux. Nous sommes des gens très compétents, très disciplinés. Nous pouvons nous imposer dans le cinéma, que chacun s'y mette pour que nous puissions y arriver. Je vous attends tous à l'hôtel de février le samedi, 29 juillet, à partir de 19h. Merci.